7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Le PASTEF saisit le ministre de l'Intérieur et la Sénat et demande officiellement le déclenchement du processus des élections territoriales. Le parti PASTEF, les Patriotes, dénonce le retard dans la fixation de la date du scrutin, invite les autorités à respecter le calendrier électoral. Les travailleurs de la SOTRAC, SIAS, Amon Sénégal poursuivent le grève de la faim. Le député Guy Marius Sagna s'inquiète de leur sort et interpelle les autorités. Les travailleurs prévoient une marche pacifique ce vendredi. Et puis meurtre d'Aldo Cara, c'est un jeune homme originaire de Mour. Il a été mortellement tué par balle en Espagne. L'Horizon sans frontières condamne les violences contre les migrants et demande aux autorités espagnoles de faire la lumière sur ce drame. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal. Je vous le disais en titre, le parti d'opposition PASTEF a saisi le ministre de l'Intérieur et la Commission électorale nationale autonome, c'est la Sénat, pour une demande formelle de déclenchement du processus électoral. Le parti dirigé par l'ancien premier ministre Ousmane Sonko, actuel président de l'Assemblée nationale, réaffirme son attachement au respect du calendrier électoral. Plus de détails dans ce récit d'Al-Amin Senghor. C'est un acte posé par PASTEF. Le parti d'opposition a saisi le ministre de l'Intérieur ainsi que la Commission électorale nationale autonome d'une demande formelle de déclenchement du processus électoral. Le parti dirigé par Ousmane Sonko rappelle l'obligation de respecter le calendrier électoral prévu par la loi. Le décret fixant la date des élections territoriales n'a jusqu'à présent pas été pris. De même, conformément aux articles L237 et L282 du Code électoral, le montant de la caution qui doit être fixé par arrêté du ministre chargé des élections après consultation des parties prenantes au plus tard 150 jours avant la date du scrutin n'a pas encore été publié. Une situation que PASTEF considère comme une carence du président de la République. Par conséquent, le parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité réaffirme son attachement à l'état de droit, aux principes démocratiques et à la souveraineté populaire. Le calendrier électoral s'impose à tous, y compris au président de la République. Peut-on lire dans cette note du bureau politique? PASTEF informe par ailleurs qu'il utilisera toutes les voies républicaines et juridictionnelles pour que le droit soit respecté et que les élections territoriales se tiennent dans les délais prévus par la loi. Le parti rappelle notamment les articles L236 et L269 du Code électoral qui prévoient le renouvellement des conseillers départementaux et municipaux dans les 30 jours précédant l'expiration du mandat des conseillers élus le 23 janvier 2022 pour une durée de 5 ans. Et la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, RADDHO, exige tout de même le respect strict du calendrier électoral et la tenue effective des élections territoriales en janvier 2027. La RADDHO invite donc le gouvernement à publier sans délai et de manière transparente la feuille de route du processus électoral. Dans un communiqué, l'organisation non gouvernementale de dire que tout report qui ne serait pas fondé sur une justification légale, objective et concertée pourrait porter atteinte à l'ordre constitutionnel et à la confiance des citoyens au processus électoral. Et puis nous parlons du Conseil constitutionnel qui a déclaré irrecevable la proposition de loi numéro 3626 relative au régime juridique des crédits spéciaux saisis par le Premier ministre Al-Ahmadou Al-Amin Lo. Les 7 sages estiment que plusieurs dispositions du texte relèvent de la loi organique relative aux lois des finances ou du pouvoir réglementaire. Et pour mieux comprendre les motivations de cette décision du Conseil constitutionnel, nous avons donné la parole au juriste Elhaji Amat Thiam. Le président de Justice sans frontières estime que le Conseil constitutionnel a rappelé aux députés une règle clé du droit sénégalais, la stricte séparation entre le domaine de la loi et celui du règlement. Elhaji Amat Thiam que je vous propose de suivre. Les partis
rentre dans le domaine de compétence du pouvoir l'exécutif. C'est ça qu'on appelle incompétence positive. Voilà, et ce que le gouvernement, naturellement, par le biais du Premier ministre, avait initié ce projet-là pour demander au juge constitutionnel, sur la base de l'article 92 de la Constitution, qui est compétent en l'essence lorsqu'il y a conflit de compétence entre l'exécutif et le législatif, c'est le juge naturellement qui apprécie si le législateur a empiété dans le champ d'application de l'exécutif ou pas. Voilà, c'était ça le point de droit. Et hier, le juge a dit que, naturellement, effectivement, le législateur a outrepassé ses prérogatives législatives. Et le juge a déclaré la loi irrecevable en l'état. L'état qu'on avait la proposition là ne passe plus parce que l'état, la loi, le Conseil a dit que la loi est déclarée irrecevable. Alors, était prévisible ou pas? Moi, franchement, j'ai vu la proposition là. Franchement, au regard de la loi organique sur les lois de finances, l'article 76 de la Constitution, moi, je me disais que le législateur avait empiété vraiment dans le champ d'application de l'exécutif. Et la décision, franchement, personnellement, ça ne me surprend pas. Le groupe parlementaire PASTEF a pris acte de cette décision du Conseil constitutionnel. Ayib Daffé, son président, affirme que c'est dans la logique d'obstruction des initiatives du Parlement par le gouvernement. Le président du groupe parlementaire s'est exprimé à Keur Massar à l'occasion de la 16e édition du Gamou annuel d'El Hadji Sidia Dramé, khalife général des Oulémas Mandeng, en Casamance, ambassadeur de la paix internationale. Je vous propose de suivre Ayib Daffé. Effectivement, nous avons pris acte de cette décision et le groupe parlementaire a même publié un communiqué pour prendre acte et également dire que cela s'inscrit, comme on l'a dit, dans la volonté d'obstruction des initiatives du Parlement, surtout en matière de renforcement de la transparence. Parce que nous avons constaté que depuis plusieurs mois, quand le Parlement prend des initiatives, notamment en termes de propositions de loi, pour renforcer la transparence. Ça a été le cas de la proposition de loi portant révision constitutionnelle. Ça a été également le cas de cette loi modifiant l'article 37 de la Constitution en matière de déclaration de patrimoine et également cette loi visant à le régime juridique des crédits spéciaux. À chaque fois, il y a des initiatives qui sont prises par l'exécutif tendant à instrumentaliser le Conseil constitutionnel pour bloquer ces initiatives-là. Mais je ne pense que ce n'est que partie remise. Nous allons continuer à exercer notre mandat qui est celui de voter des lois, de contrôler l'action du gouvernement, d'évaluer les politiques publiques et surtout en matière de transparence, nous allons en tout cas garder l'initiative pour faire en sorte que, en tout cas, tôt ou tard, la transparence sera de mise, notamment sur cette question des fonds politiques, sur cette question des crédits spéciaux. Et puis le Premier ministre Ahmadou Al-Amin Lo fera sa déclaration de politique générale le 1er septembre, un exercice à haut risque qui intervient après le rejet par le Conseil constitutionnel de la loi sur le régime juridique des crédits spéciaux. Face au bras de fer entre le Parlement et l'exécutif, le chef du gouvernement encourt-il le risque d'une motion de censure? Réflexion de Djibril Niane. Al-Amin Lo face au risque d'une motion de censure. Le compte à rebours est lancé. À quelques jours de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Ahmadou Al-Amin Lo se retrouve face à une équation politique particulièrement délicate. Le 1er septembre prochain, il devra défendre devant l'Assemblée nationale la feuille de route de son gouvernement dans un contexte marqué par de fortes tensions entre l'exécutif et une majorité parlementaire dominée par PASTEF. Quelques jours plus tôt, le chef du gouvernement avait saisi le Conseil constitutionnel au nom de l'exécutif pour contester la proposition de loi relative au régime juridique des crédits spéciaux. La haute juridiction a finalement déclaré irrecevable le texte, mettant un coup d'arrêt à la procédure parlementaire sur les fonds politiques. Cette décision risque-t-elle d'alimenter davantage les bras de fer avec les députés de la majorité? La question est désormais au cœur des débats, car avec 130 députés sur 165, PASTEF dispose d'une force parlementaire considérable et politiquement des moyens nécessaires pour mettre le gouvernement en difficulté. Le scénario d'une motion de censure n'est donc plus une simple hypothèse. Il pourrait être brandi si la majorité estime que le gouvernement s'éloigne de ses orientations ou de ses engagements politiques. Mais entre la menace et son déclenchement, il reste un pas. La véritable inconnue sera l'attitude des députés de PASTEF le 1er septembre au terme du grand oral d'Al-Amin Lo. Une chose est certaine, sa DPG s'annonce comme un test politique majeur. Et pour le Premier ministre, le verdict de l'Assemblée pourrait être bien plus décisif que celui du Conseil constitutionnel.
Parlons de tout à fait autre chose. Le Forum des jeunes consommateurs du Sénégal, FOJCOSEN, alerte l'opinion publique sur le niveau des tarifs de péage annoncés pour l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack. FOJCOSEN estime que ces tarifs doivent être réexaminés au regard du pouvoir d'achat des consommateurs et de leur impact potentiel sur les coûts du transport et par conséquent sur les prix des marchandises. FOJCOSEN rappelle que seul Dakar Dem Dikk joue un rôle important dans l'accès du transport à travers une politique tarifaire à vocation sociale et pourtant cette dimension sociale doit également être prise en compte dans la politique nationale des transports. Je vous propose de suivre le président du Forum des jeunes consommateurs du Sénégal, coordonnateur national des consommateurs ruraux. Il se nomme Seydina Mam Alassane Lay. Il est joint au téléphone par votre servitrice. Concernant le communiqué de presse que FOJCOSEN a publié, c'était vraiment pour alerter l'opinion publique et les autorités étatiques de veiller à ce que ces tarifs doivent être réexaminés, puisque ces tarifs avaient l'objet de concertation par rapport à la loi 2021 sur les prix et la protection des consommateurs. Puisque ces prix-là, le ministère du Commerce qui ont l'attitude et le pouvoir d'administrer ce que est-ce qu'ils ont valider ces prix. Parce qu'il y a un conseil national de la consommation que tout doit être discuté là-bas. De toute façon, nous, consommateurs, nous n'étions pas au courant. Quel est le modèle économique de l'autoroute à péage pour pouvoir fixer ces prix-là? Nous demandons à l'État du Sénégal de faire une révision globale des tarifs dans le secteur du transport, une évaluation de l'impact des tarifs sur le pouvoir d'achat des consommateurs, la mise en place d'une autorité de régulation du secteur des transports chargée notamment de veiller à l'équilibre entre viabilité des opérateurs et protection des consommateurs. En dernier lieu, nous demandons et faire un appel à une concertation entre l'État, les transporteurs, les opérateurs et les organisations de défense des consommateurs. C'est pour mieux garantir les justes prix des consommateurs. Et en ce moment, les travailleurs de la SOTRAC, SIAS, Ama Sénégal sont toujours en grève de la faim et réclament plus de 11 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. En point de presse, ils ont dénoncé devant le député Guy Marius Sagna les menaces du ministre de la fonction publique Mamadou Lamine Dianté. Ces travailleurs ont par ailleurs annoncé une marche pacifique le vendredi. C'est un compte rendu de Bénédicte Sagna et de Cheikh Janssen. Les anciens travailleurs d'Ama Sénégal, la SIAS et la SOTRAC réclament à l'État du Sénégal le paiement de plus de 11 milliards de francs CFA. Si l'État continue de faire la sourde oreille, vendredi, une marche pacifique est prévue avec les femmes des grévistes. Et l'État du Sénégal, à la tête duquel se trouve le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, n'a qu'une seule obligation, c'est de payer aux anciens travailleurs de la SIAS, de la SOTRAC et de Ama Sénégal leur argent. Nous espérons que le gouvernement, avant jeudi, prendra les mesures qu'il faut afin que nos mamans ne viennent pas ici. Vendredi, une manifestation pacifique, une marche pacifique est prévue entre le rond-point Jet d'eau et ici. Le député Guy Marius Sagna interpelle les autorités compétentes pour remédier à leurs problèmes. Interpellons Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Monsieur le Premier ministre Al-Aminou Lo, Monsieur le ministre des Finances Cheikh Diba, mais aussi Monsieur le ministre du Travail, afin que les dispositions soient prises dans les meilleurs délais pour que nos pères et nos oncles que nous avons trouvés ici puissent regagner leur maison. Après des années d'attente, de démarches administratives et de négociations, le sentiment d'abandon s'est progressivement installé. La persistance de cette situation nourrit d'autant plus leur incompréhension qu'ils considèrent avoir consacré une partie de leur vie au service d'entreprises qui relevaient de secteurs essentiels à l'économie nationale. Donc le gouvernement n'a qu'à arrêter le chantage honteux, irresponsable, indécent et insultant dont on nous a parlé. Le ministre Dianté n'a pas à venir ici et à leur dire « Vous devez arrêter la grève de la faim avant que nous puissions contacter le Premier ministre du Sénégal. » Pour ces travailleurs, l'enjeu dépasse donc largement une simple revendication financière. Il s'agit d'abord d'une question de justice sociale et de respect de la parole donnée par la puissance publique.
Et le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du secteur public, Mamadou Lamine Dianté, avait annoncé à l'Assemblée nationale que le gouvernement travaille pour la réintégration de 351 agents illégalement licenciés. Si cette annonce se concrétise, ça pourrait être considéré comme un désaveu pour la gouvernance de l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko et un succès éclatant du gouvernement de Mohamed Al-Amin Lo. C'est l'analyse de Mamadou Sy Albar. Il est analyste politique. Je vous propose de le suivre. Si le président et le gouvernement estiment qu'ils doivent revenir sur la décision, là aussi c'est une décision politique. Maintenant, quel est l'enjeu? Est-ce que l'enjeu c'est un enjeu politicien ou est-ce que c'est un enjeu pour corriger une erreur administrative? Je crois que c'est ça le débat. Si c'est un débat politicien, le gouvernement cherche à avoir une bonne cote de popularité avec les syndicats. Si c'est pour corriger une erreur administrative, là je pense que c'est une bonne chose. S'il y a une erreur administrative qui avait été prise, le gouvernement corrige cette erreur administrative, ça c'est de la bonne gouvernance. Maintenant, on ne sait pas exactement, est-ce que c'est une décision purement politicienne pour avoir la paix avec les syndicats, pour apaiser le climat social, ou est-ce que c'est pour corriger des erreurs administratives? Je ne saurais dire que c'est véritablement les causes de cette décision. Si c'est politicien, c'est une défaite du président Diomaye. Ousmane Sonko est Premier ministre, il est chef de parti. Je pense que si le président est cohérent avec lui-même, il devait soutenir son Premier ministre à l'époque. Alors, si c'est pour désavouer pour des raisons politiciennes, c'est la défaite du président de la République. C'est même pas une victoire de l'actuel Premier ministre. L'actuel Premier ministre n'a aucune victoire ou aucun succès dans cette affaire. C'est par rapport au chef de l'État. Le chef de l'État, c'est lui qui a accepté la décision à l'époque de Ousmane Sonko. C'est lui qui a accepté la décision de son Premier ministre. Donc, s'il y a une politique politicienne, ça peut être une volonté du président pour apaiser le climat social. C'est une décision politicienne. Mais si c'est pour corriger des erreurs, là, moi, je suis d'avis que ce serait une bonne chose qu'un président évalue et porte des critiques pour corriger des erreurs administratives. Ça, c'est de la bonne gouvernance. Si c'est pour corriger des erreurs administratives ou des erreurs techniques ou des injustices, ça, c'est de la transparence. Mais maintenant, si c'est purement politicien, là, je crois que ça va porter un mauvais signe. Et puis, meurtre d'Aldo Cara, c'est un originaire de Mbour. Il est mortellement tué par balle dans des circonstances qui restent encore à être élucidées. L'ONG Horizon Sans Frontières condamne avec la plus grande fermeté les violences contre les migrants et demande aux autorités espagnoles de faire de la lumière sur ce drame. Boubacar Seye interpelle les autorités sénégalaises également pour qu'ils suivent de près l'évolution de l'enquête et veillent au respect des droits de nos compatriotes. Il s'est entretenu avec Al-Amin Senghor. Horizon Sans Frontières exprime sa profonde indignation et sa grande consternation après la mort tragique d'Aldo Cara, ressortissant sénégalais originaire de Mbour, mortellement atteint par balle en Espagne dans des circonstances qui restent encore à élucider. Une vie humaine est aujourd'hui fauchée et une famille sénégalaise plongée dans le deuil. C'est pourquoi Horizon Sans Frontières demande aux autorités espagnoles de faire toute la lumière sur ce drame dans les meilleurs délais. Nous exigeons une enquête sérieuse, transparente et impartiale soit menée afin d'établir les responsabilités et de garantir que justice soit rendue. Par la même occasion, nous interpellons également les autorités sénégalaises, notamment les services diplomatiques et consulaires, afin qu'ils apportent un accompagnement total à la famille du défunt, suivent de près l'évolution de l'enquête et veillent au respect des droits de nos compatriotes. Nous demandons vérité, justice et dignité pour Aldo Cara. Boubacar Seye met en terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Revendiqué ici au Maroc, revendiqué par le groupe de hackers Diaborot qui se présente comme un soutien d'Alger. La fuite, jugée au moins en partie authentique par d'ex-membres du renseignement du Royaume, est un cadeau fait à l'Europe après la crise migratoire de Ceuta à la fin du mois de juillet, affirment les pirates. Ces derniers accusent des responsables sécuritaires marocains d'avoir facilité le passage vers l'enclave de milliers de migrants, ce qui n'a pas été prouvé jusqu'à
jusqu'à présent. En République démocratique du Congo, la proposition de loi sur l'organisation du référendum reste au cœur de la bataille politique autour de l'avenir de la Constitution adoptée par le Parlement. Le texte a été déclaré conforme par la Cour constitutionnelle, mais avec des réserves portant sur 13 articles. Félix Tshisekedi, c'est le président de la République démocratique du Congo. Il a demandé une nouvelle délibération. L'opposition y voit toujours une voie vers un changement de constitution et redoute une remise en cause de la limitation des mandats présidentiels. Et enfin, en Iran, les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé hier avoir conclu avec Oman certains accords sur la gestion du détroit d'Ormuz, notamment sur le partage des revenus liés à la navigation, tout en accusant les États-Unis d'entraver leur finalisation. L'Iran et Oman travaillent toujours sur les détails d'un accord pour le détroit, a cependant déclaré mercredi une source iranienne de haut rang. L'armée iranienne a par ailleurs affirmé avoir reconstruit tous ses systèmes d'armes endommagés pendant la guerre. À présent, c'est la page sportive. Mondial 2027, le Sénégal de basketball. Le Sénégal débute sa campagne ce jeudi. Desagana Diop a dévoilé la liste des 12 joueurs des 12 Lions convoqués. Exactement, vous l'avez dit, cette Coupe du Monde 2027, eh bien, les éliminatoires se poursuivent. La 4e fenêtre se débute aujourd'hui au niveau donc du Dakar Arena. Ce sera Diamniadio. Le Sénégal démarre cette compétition ce soir. À 18h30, les Lions défieront l'équipe de l'Égypte. 2 jours plus tard, les Lions affronteront l'Angola avant de boucler leur programme dimanche, donc 30 août, contre le Mali à la même heure. À l'heure donc, rappeler que le coach Desagana Diop a publié la liste hier des 12 joueurs retenus pour cette 4e fenêtre des qualifications de la Coupe du Monde de basket. Brankou Badjo, Jean-Jacques Boissy, Pape Ibrahima Ndiaye, Babacar Diallo, Pape Moustapha Diop, Mbaye Ndiaye, Ibrahima Fall Faye, Mohamed Gueye, Ibou Djanko Badji, Amadou Wade. Je rappelle, seul joueur local dans cette liste puisqu'il a joué donc, la saison dernière à l'AS Douane, club champion en titre du Sénégal, Atoumane Diagne et Mohamed Faye. C'est donc les 12 joueurs retenus pour cette 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA Qatar 2027. Nous allons parler du mercato sénégalais. Quelles sont les nouvelles? Exactement. Nous allons d'abord démarrer par le journal, par le quotidien. Pas par le quotidien, mais par le jeune défenseur El Hadji Malick Diouf. Le mercato des Lions du Sénégal. Oui, exactement. Par le jeune défenseur sénégalais El Hadji Malick Diouf qui sera bien un joueur de Brentford cette saison. Le latéral gauche sénégalais de 21 ans va quitter donc West Ham après une saison donc, où il a évolué dans ce club puisqu'il est arrivé la saison dernière. Le jeune champion d'Afrique doit passer sa traditionnelle visite médicale ce jeudi avant de s'engager officiellement pour 5 ans en faveur des Bees jusqu'en 2031. Le 9e en Prime League l'an dernier, il s'agit donc de Brentford, va débourser 40 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus pour s'offrir donc l'ancien joueur de Slavia Prague. Nicolas Jackson, lui, va donc signer à Aston Villa. C'est d'ailleurs confirmé selon les informations. L'attaquant va quitter définitivement Chelsea, les Blues, pour rejoindre Aston Villa. Le montant du transfert est estimé donc à 70 millions d'euros. Un nouveau défi en Prime League pour Nicolas Jackson qui retrouve ainsi Unai Emery. Je rappelle, le mentor clé qui a lancé donc sa carrière pro
vers les années 2020-2021, puisque le jeune était à Villarreal en Espagne, un nouveau challenge pour donc Nicolas Jackson. Le cas Ismaïla Sarr reste toujours, en tout cas, en attente, puisque le joueur est loin d'avoir un nouveau club à 3 jours de la fin du mercato. Liverpool veut s'offrir le joueur, de même que Galatasaray, qui n'abandonne toujours pas cette piste. En attendant, on verra donc où est-ce que va rebondir Ismaïla Sarr. Manchester City, quant à lui, suit de près le cas Iliman Ndiaye. Les Toffees de l'entraîneur et leur entraîneur David Moyes veulent absolument le conserver. Everton réclame plus de 90 millions d'euros pour le jeune attaquant sénégalais Iliman Ndiaye. Le cas Pape Matar Sarr également, Fatou Abdou, à suivre également, puisque Tottenham n'a toujours pas donc, en tout cas, d'offre spéciale pour donc laisser partir le jeune milieu de terrain sénégalais Pape Matar Sarr en partance peut-être vers Monaco ou Galatasaray. Eh bien, de l'autre côté, un jeune qui pour l'instant n'a pas encore d'offre. Il s'agit donc de Krépin Diatta, libre de tout contrat depuis le départ, en tout cas dans son départ de Monaco. Il n'a toujours pas d'offre, certainement, peut-être d'ici la fin du mercato. On verra qui va donc s'intéresser aux jeunes défenseurs sénégalais. Krépin Diatta est en Ligue des Champions. Le tirage au sort va donc se faire ce soir à partir de 16h GMT et 18h en France. Au niveau donc de Monaco, ce sera au Grimaldi Forum de Monaco en France pour la Ligue des Champions qui va démarrer à partir du 8 au 10 septembre prochain. Moi, je croyais que Ismaïla Sarr avait finalement un contrat à Galatasaray. Bien, ça ne s'est pas bien passé. Oui, en fait, le Galatasaray a fait une offre, mais malheureusement, Crystal Palace n'a pas jugé nécessaire de laisser d'abord le jeune, puisqu'il faut donc le préciser d'abord. Crystal Palace ne veut pas du tout laisser Ismaïla Sarr quitter donc le club. Ça, c'est un. L'autre chose est que le club Galatasaray et le club turc avaient offert, ou en tout cas voulu mettre sur la table, environ 45 millions, alors que pour Crystal Palace, Ismaïla Sarr vaut plus. Oui, parce que quand même, c'est l'un des meilleurs joueurs, d'ailleurs même le meilleur joueur de la saison dernière pour le club. Alors. On verra, en tout cas, il est courtisé non seulement par le Galatasaray ou par Liverpool, mais par Hilal en Arabie Saoudite. Bonne chance à Ismaïla Sarr et aux autres comme Iliman Ndiaye. Merci beaucoup à Lamine Senghor. C'est tout de suite le dernier point de cette édition. C'est la revue de la presse, ou bien nous allons faire la revue de la presse dans les éditions suivantes. Vous aurez la revue de la presse et tout de suite vous aurez également le commentaire une des quotidiens avec El Hadji Mansour Diop et Fatou Abdou Ndiaye, bien sûr à Lamine Senghor également. C'est la fin de cette édition. Restez scotchés sur le média. C'est la fin également de la première partie de cette matinale. Je vous retrouve dans une poignée de secondes pour commenter bien sûr l'actualité du jour, les unes des quotidiens de ce matin. Merci à tous d'avoir suivi. Tout de suite, restez sur le média. La force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure, chers auditeurs et téléspectateurs.